Djibril Cissé, ravi de vous accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en aparté. Magnifique. Comment allez-vous? Très bien, ça va, merci. Très bien. Encore mieux, là, maintenant que je suis Maintenant à que la vous êtes maison. inside. Ah ouais, ah non, c'est bon. Ravi vraiment de vous recevoir avec ce petit gilet quand même. Mais ce petit gilet, est-ce que ce serait pas un dérivé du gilet de pêcheur? Un petit peu, Ah, un vous petit voyez, peu. hein. Ben, je suis amateur de pêche. Et oui, paraît-il. Alors, Ouais. vous savez quoi, Ouais. comme évidemment je l'avais senti, j'ai fait en sorte qu'une canne à pêche trône dans cet appartement près de la baie vitrée. Regardez encore quelques pas. Bien sûr, Elle est cette là, baie elle est vitrée, là. vous aurez reconnu que nous sommes à Arles. Ouais, exactement. Et cette canne à pêche, vous pouvez la prendre en main, bien sûr. Ouais. Alors Ça là, il va s'appelle- falloir. Ça s'appelle un rapala. Ouais. C'est un leurre qui imite un vif, donc un poisson, un tout petit poisson qu'on utilise pour attraper les plus gros poissons, du coup, genre brochet, les carnassiers plus brochets. Mhm. Est-ce que vous nous ferez comme ça un petit mouvement dans l'autre sens pour voir comment Bien sûr. voilà, là on a plus d'espace Alors, encore. ça se lance, Ça se tient. donnerait quoi? Donc on ouvre le moulinet, Uh-huh. parce que si on n'ouvre pas, le fil ne part pas. Donc on ouvre le moulinet, Ouais. on tient le fil avec le doigt et on lance. Waouh. On referme le moulinet et le poisson prend ça. Et alors, quelle est votre plus belle prise? Parce que vous êtes apparemment très très pointu sur le sujet. Ouais, la plus belle prise, c'était il y a quelques étés avec un ami à moi qui s'appelle Jean-Marie, qui est lui un vrai pêcheur, du coup, qui pêche en bateau et qui fait des concours de pêche. On a pris une liche de 20-25 kilos, je pense. Ah oui, quand même. Ouais, on a une belle bataille, on a mis plus d'1 heure pour la sortir. Et ouais, c'était un beau moment, mon plus beau moment de pêche. Hein. Je vous installe au bar pour continuer d'en discuter, Au bar, par là, exemple, ici oui, si ça vous dit. Très bien. Djibril Cissé, avec quelques petits plaisirs gourmands. Ouais, vous me connaissez bien, régressifs. Oui, c'est vrai. Vous me connaissez bien. Je ne sais pas qui vous avez eu pour avoir ces infos-là, mais bien renseigné. Et des mini-cakes Mini-cakes. aux fruits. C'est un peu votre Madeleine de Proust, je crois. Exactement. C'est voilà, toute notre jeunesse, justement, que j'ai en face de moi avec cette magnifique ville d'Arles. Moi, j'ai grandi à Arles, au quartier Bariol. Voilà, enfance compliquée, comme beaucoup. C'est vrai que votre prime jeunesse, elle se passe à Arles. Ouais. D'ailleurs, c'est là où vous allez chausser les crampons à 8 ans, avec l'AC Arles pour démarrer. C'est ça. Pour qu'on connaisse un peu mieux le Djibril Cissé, j'allais dire à la ville, c'est effectivement votre maman qui s'occupe de vous et de vos 6 frères et sœurs, n'est-ce pas? Parce que vos parents se sont séparés, votre papa est reparti à Abidjan quand vous avez 2 ans. Il C'est était ça. lui-même ancien footballeur. Hein. Ouais, il était ancien footballeur, ancien international ivoirien, qui a joué aussi en France, à Arles, à Martigues notamment. C'est ça, Et, selon vous, qui a déclenché votre envie? Vous aviez envie de prolonger ça, de faire comme lui? Ben oui, après, il y a eu mon frère aussi, mon grand frère Abou, qui a eu une super carrière aussi. Donc, mon frère Ahmed aussi, qui a joué, mon frère Séni, tout le monde a joué au foot. Donc, ouais, j'ai baigné dans ça et je pense qu'ils m'ont transmis la fièvre aussi. Hein. C'est ce que vous racontez finalement dans votre livre. Ça Ouais. s'appelle Ma vie de footballeur. Djibril Cissé, c'est pas le premier. Vous avez déjà raconté votre trajectoire dans Un lion ne meurt jamais en 2015. Là, on est de l'autre côté du miroir aussi. Avec vous, la vie de vestiaire, les voitures, le bon son, les tatouages, Exactement. les virées nocturnes aussi, les excès Exactement. parfois. Ouais. C'était quoi? C'est une manière de mettre tout à plat. Ouais, c'est une manière aussi d'expliquer aux gens ce qui se passe après les matchs ou avant les matchs. Parce que les gens voient un rendez-vous de football pour un supporter, c'est tous les samedis. Donc le samedi, il est là, mais du samedi au samedi, il y a une semaine. Et il se passe plein de choses. Et après avoir enlevé le maillot et la tunique de footballeur, on est des humains. On est des hommes comme eux, voilà, comme eux, comme tout le monde. Et on a une vie extra-football. Et je pense que des fois, il y a des choses qui marrantes et pas un peu légères qui sont cool à raconter. À raconter. Ouais. Il y a aussi, on va pas se voiler la face, des excès, Bien sûr. des chemins qu'il ne faut pas prendre, des tentations auxquelles il ne faut pas céder. C'est pour ça d'ailleurs que vous livrez à chaque fois des conseils aux jeunes footballeurs. Ouais, c'est en collaboration avec Manu de l'édition, de Talent Édition.
de donner un peu des... C'est pas vraiment un tips qui va te faire réussir. C'est voilà, un conseil. Nous, on te conseille de faire ça. Après, tu le prends ou tu le prends pas. Mais même si tu le prends, c'est pas garanti que tu réussisses. C'est voilà, pour optimiser ta forme et tes entraînements et ton repos et tout ce qui va avec et ta nutrition. Voilà, on te donne des conseils et après tu les prends ou tu les prends pas. Pendant que vous nous racontez, vous parlez de temps en temps avec vos mains et je vois que vous avez du vernis noir aux ongles. Alors faites-moi un demi-tour s'il vous plaît et dirigez-vous vers le miroir parce que je peux pas faire l'impasse sur Djibril Cissé, le fashion guy, évidemment. Alors ce miroir, on vous découvre en sobriété là, plus ou moins, mais tout est très étudié quand même hein, chez vous. On peut s'attacher à vos couleurs, à votre vernis. Je parle des couleurs de cheveux, la barbe, elle a connu différentes tailles. Tout ça, c'est le personnage d'Djibril Cissé. Se distinguer, ça, c'était aussi un biais. Ouais, c'était une façon d'exprimer mon état, mon humeur du jour. Ou de la semaine, ou pas, en fait. Là, je peux être blond et on peut refaire une émission demain et j'aurai les cheveux peut-être bleus ou rouges. Voilà, c'est vraiment mon humeur du moment et pour moi, c'est normal. Après, c'est vrai que ça pouvait choquer un peu. Mais c'est ça, parce que vous avez toujours fait... balayer d'un revers de la main les critiques, les remarques, les commentaires. Mais moi, ce qui était important, c'était les remarques sur mon métier, voilà, sur le football, des remarques qui faisaient vraiment avancer, des critiques qui étaient bonnes à prendre pour que je progresse. Après, le reste, voilà, moi, j'étais footballeur professionnel, j'étais pas mannequin. Donc, si, j'ai fait, mais c'était pas ma profession. Mais donc voilà, que les gens aiment mon style vestimentaire ou capillaire, c'était pas vraiment mon problème. Par contre, le week-end, voilà, que je marque 1 ou 2 buts ou que je sois décisif, ça pour moi c'était vraiment important et je m'attardais sur ça et pas vraiment sur le reste. Si vous voulez vous installer toujours au bar ou sur le... Oui, j'aime bien ce petit... Sur le canapé, c'est comme vous voulez. Ce petit fauteuil est pas mal. Hein. Ce petit fauteuil, ouais. Évidemment, dans ce livre, on vous découvre autrement. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, les platines, vous les maîtrisez parfaitement. Je parle de platine parce que, évidemment, vous êtes devenu un DJ à part entière. C'est ça. Et votre nom d'artiste, c'est Tcheba. Ouais. La traduction, s'il vous plaît. Alors, Tcheba, moi, je suis ivoirien d'origine, donc je suis franco-ivoirien. L'Afrique et la Côte d'Ivoire ont vraiment une place importante dans ma vie et en moi et dans ma vie de tous les jours. Donc Tcheba, c'est mon nom de tribu. Moi, je suis Djoula, de la tribu Djoula. Et Tcheba, ça veut dire l'homme fort, le guerrier. Et c'est ma tante et ma mère voilà, qui m'appelaient comme ça jeune. Et c'est resté. Et voilà, je l'ai tatoué sur la main. Et c'est devenu mon nom de scène. Vous aviez imaginé, quand vous étiez évidemment sur le terrain ou dans les vestiaires, vous imaginiez une reconversion comme celle-là ? Oui, parce que moi, j'ai commencé à mixer, j'avais 14 ans. À 14 ans, vous sortez en boîte de nuit, donc? Non, je sortais pas. Enfin, je sortais pas. Mon frère, là, maintenant, il y a prescription, on peut le balancer. Mon frère m'a amené dans la plus grosse boîte de l'époque, qui s'appelait la Churrascaria, qui s'appelle toujours la Churrascaria, d'ailleurs. Ouais. Et du coup, la boîte fermait, et mon frère voulait à tout prix me faire vivre une nuit à la Churrascaria, parce que c'était vraiment... quelque chose à voir, et d'ailleurs je le remercie parce qu'aujourd'hui la passion du DJing vient de là. Et donc du coup il m'amène dans la boîte et il me met, on était à côté du DJ qui s'appelait DJ Sabatier d'ailleurs, qui est devenu un frère, un ami et qui est mon mentor hein, dans ce monde-là. Et du coup je le regardais toute la nuit, je voyais, il mettait un genre de son, les gens se comportaient d'une façon, un autre genre de musique, les gens se comportent d'une autre façon. Et je me dis, c'est cool comme métier, en fait. Tu détiens un peu les 2-3 prochaines heures des gens, si tu décides s'ils vont s'amuser ou pas, en fait. Vous pourrez nous faire écouter un peu de vos sons en fin d'émission ? Bien sûr. Ah, oui. Génial. Avec une spéciale dédicace. Exactement. Et quand même, il s'est passé un truc dingue en 2016. Ça va faire 7 ans maintenant. Vous avez mixé, mixé en première partie de Maria Carré ? Ouais. Alors, j'ai un ami à moi qui travaillait chez Live Nation, donc qui organisait
le concert de Mariah Carey à Bercy. Alors moi, je suis chez moi, j'étais chez ma mère en train de me faire tresser, donc vraiment à l'africaine, là, bien assis. Ma mère qui me tirait bien la tête et puis tout. ça dure, hein, ça dure des heures. Ouais, puis ça fait mal surtout. Et donc mon ami qui m'appelle et qui me dit ouais, Jib, j'ai une bonne nouvelle, tu ouvres Mariah Carey. J'ai dit ouais, putain, c'est bien et tout, lourd, mais c'est demain. J'ai dit attends, comment ça c'est demain? J'ai dit moi je suis chez ma mère à Arles, j'ai pas mon ordi, j'ai rien quoi, tu vois. Donc du coup j'ai dû partir à Bastia récupérer mon équipement, donc mon ordinateur, et remonter à Paris pour ouvrir pour Mariah Carey, mais il y avait tellement de choses que tu pouvais pas faire. Donc moi, du coup, je me suis dit, j'ouvre pour Mariah Carey, je vais préparer un show, voilà, pour respecter quand même la Queen. Donc du coup, j'appelle des potes à moi, des danseurs, je me prépare une petite troupe, on s'habille tous pareil et tout. Et j'arrive aux balances et je vois plein de chaises dans tout Bercy, que des chaises. Donc j'appelle un des gars qui est là et je lui dis mais pourquoi il y a des chaises? Il me dit ben, c'est un concert assis. Ah, j'ai dit bon d'accord, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Ah oui, c'est pas la même ambiance. Ouais, ça va être plus compliqué que prévu. Et bon donc c'est pas grave, j'appelle mes potes, on prépare quand même le show et tout, on dit bon c'est pas grave, on va les faire, s'ils sont assis, ben on les fera se lever. Et peut-être 1 heure ou 2 avant le show, on me dit que finalement je suis tout seul sur scène, que j'ai pas le droit d'être accompagné. Donc là, ça tombe un peu à l'eau. Donc je me dis, ben voilà, hein, tu as voulu cette vie-là, faut assumer maintenant. Et finalement, à la fin, ben, ça sort, ça s'est célébré, ça dansait dans tous les sens. C'était cool. Je vous installe dans le fauteuil marron qui se trouve près de Arles, si vous voulez bien. Oui, qui est en face. Il est confort. La télécommande est à disposition à droite. Yes. C'est bien, hein? Ouais. Hein. Quelqu'un vit là à l'année ou non? ça tourne. Ça dépend des saisons. J'ai la télécommande. Alors, vous allez pouvoir appuyer. Au milieu? Au milieu. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Si c'est joue, gagne et réalise un joli coup de poker. Il y a le nouveau Mel Gibson dans le championnat de France, L'arme fatale. Tu t'es mis dans le cinéma ou quoi? Ça me tenait à cœur de marquer, surtout c'était l'anniversaire à mon grand frère hier justement. Ma mère aussi, ça m'a fait plaisir. Elle était au bord des larmes quand elle m'a appelé, ça m'a fait plaisir. Je suis sur mes gardes, c'est pas la première fois qu'un de mes jeunes fait les gros titres, hein, il y en a eu beaucoup. Et justement de son aptitude à résister à ça dépend la suite. Alors je suis vigilant, un peu inquiet et puis confiant quand même. Vigilant, Guy Roulette aussi, à cause de ça. Je suis un peu réticent. D'abord, il a le droit, il n'en fait qu'une. Hein. S'il marque plusieurs buts, il n'en fait qu'au premier but. Ça serait dommage de se blesser sur un coup comme ça. Ouais, il voulait pas. Et c'est un quadruplé que vous signez. On est en août 2001, championnat de France. Vous terminez la saison meilleur buteur, meilleur espoir de Ligue 1. Est-ce que c'est émouvant quand même pour vous d'avoir entendu les mots de Guy Roux? Bien sûr. C'est lui qui vous a fait venir à Auxerre, qui vous a repéré. On est quand même, vous avez quoi? Vous avez même pas 15 ans et on est à 600 km de chez vous. C'est ça. J'ai 14 ans, parce que je pars à 11 ans, donc du coup je pars à Nîmes, et après je fais Nîmes à Auxerre. C'est Guy Roux en pro. Après, en jeune, qui me recrute vraiment, c'est Serge Courant. Voilà. Mais Guy Roux, quel est son rôle dans votre vie? Quelle est sa place dans votre cœur? Ah là, j'ai pas vraiment les mots pour expliquer la force de mon amour pour cet homme. Il a fait qui je suis aujourd'hui. Il a su me canaliser, il a su me faire patienter quand il fallait patienter, parce que si je m'écoutais, je serais parti au moins 2 ans avant avant 2002. J'avais une offre d'un club italien et je voulais à tout prix partir parce que je me pensais plus fort que l'attaquant qui jouait et je méritais ma place et je voulais jouer. Et lui il me disait sois patient, tu auras ta place, t'es pas prêt. Moi dans ma tête je me sentais prêt, donc j'étais un peu un petit con à l'époque. Hein. Et voilà, il a su trouver les mots qui
voilà, pour m'apaiser, pour me calmer, pour me faire réaliser que finalement il avait raison, j'étais pas prêt, j'avais 19 ans. Bien sûr, on parle de Giroud. Je voulais parler de votre maman parce qu'elle vous tresse encore les cheveux, c'est ce que vous nous disiez. Elle est là hein, de tous les instants. Une maman qui, quand vous avez 2 ans, on le disait tout à l'heure, se sépare de votre papa, lui retourne vivre à Abidjan. Ce papa, vous l'avez revu quelques années plus tard, quand vous avez 25 ans, à l'occasion de votre premier voyage en Afrique. Vous avez dit, hein, d'ailleurs, très simplement, on n'a pas fait la paix, mais on a échangé. D'ailleurs, ça pouvait pas aller plus loin vu mon caractère. Cette absence, l'absence paternelle, et en même temps cette présence très forte maternelle, il y avait une notion chez vous de la venger un peu, cette maman qui a dû élever 7 gamins. C'était clairement ça. Moi, mon but, c'était plus pour elle. Bon, après, c'était mon rêve d'être footballeur professionnel. Mais voilà, même s'il aurait fallu faire autre chose, voilà, être maçon, être électricien, être tennisman, jouer au volley ou au handball, n'importe quoi. J'aurais fait. C'était pour ma mère en fait. C'était pour pas pour lui rendre parce que voilà, une mère, elle fait pas ça pour. Elle attend rien en retour de ses enfants. Mais moi, c'était vraiment important de lui rendre ce qu'elle nous a donné, pas qu'à moi en fait, à mes frères aussi parce que ce qu'elle a fait, c'est vraiment fort. Hein. Franchement, je sais pas si vous pouvez réaliser d'élever 7 enfants, 7 tornades, en plus pas 7 calmes, 7 vraiment des âges différents, seul. Franchement, je la remercierai jamais assez. Alors, est-ce qu'elle est toujours dans les tribunes et typiquement pendant vos années auxerroises, cette victoire en Coupe de France en 2003, c'est quoi le meilleur souvenir, par exemple? Elle est souvent là, elle n'est pas tout le temps là. Mais un de mes très très bons souvenirs, c'est d'avoir marqué le jour de son anniversaire, le 26 avril, du coup, en demi-finale contre Rennes, l'année où on la gagne, donc en 2003. Donc on joue la demi-finale contre Rennes, il y a Petr Cech dans les buts qui est très très grand. Et je marque le but de la victoire à 1 minute de la fin. Et voilà, ce but-là était vraiment pour Évidemment. Elle. Ouais. Une autre image, si vous êtes d'accord, Djibril, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Je peux rester là jusqu'à demain, moi, si vous voulez. Hein. Bah allez. J'adore ça. En général, il les frappe fort. J'aime pas quand on prend de l'élan comme ça. Il est parti. Cissé face à Dida. Et c'est marqué par Djibril Cissé. Quelle finale magnifique. Et regardez-les. Mais ça, c'est bon, parce que c'est des images que j'ai jamais vues. Je sais pas où vous avez réussi à les avoir, mais il y a beaucoup d'images que j'ai pas vues, donc c'est cool. La victoire en Coupe de l'UEFA avec Gérard Rouillet en 2001. Ouais, et ça, c'est trop chose. Ça, c'est la grande Coupe d'Europe. Victoire de Liverpool. C'est fou de revoir ces images-là, parce que encore aujourd'hui, j'arrive pas vraiment pas à réaliser ce qu'on arrivait à faire. Mai 2005, vous vous rendez compte, presque 20 ans déjà. Hein. Je sais pas, peut-être la finale la plus mémorable de la Ligue des Champions, non? Mené 3-0 à la mi-temps, le club de Liverpool réussit à renverser la vapeur contre le Milan AC en gagnant finalement le trophée au tir au but. Attention, je parle comme un commentateur. En accélérant sur la fin. C'est votre plus grand souvenir avec ce club? Forcément, c'est même de ma carrière. Voilà, tous les clubs rêvent de remporter ce trophée. Nous, c'était la 5e. Donc la 5e, le club la garde. Donc c'est vraiment un souvenir fort. C'est ancré. Et non, mais en fait, moi, toute mon histoire sur cette saison-là, elle est folle. Parce que donc j'arrive à Liverpool. Au mois d'octobre, je me blesse. Et vous êtes revenu quoi, 1 mois avant, à tout casser? Ouais, c'est ça. Donc cette saison-là, elle était folle pour moi. Donc on me dit fini pour le football. Moi, je sais que non, donc je me bats, je fais tout ce qu'il faut avec Jean-Georges Sellier et Olivier Fichez. Voilà, ma team médicale, on fait un retour incroyable. Et 8 mois après, je me retrouve à tirer un penalty à Istanbul. Tout ça, vous le racontez dans votre livre. Vous nous emmenez dans les coulisses, effectivement, dans les vestiaires de ce stade à Istanbul. C'est vrai, les blessures, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus parce que vous en avez connu plusieurs dans votre carrière. Il y a celle qui vous prive quand même de la Coupe du Monde 2006, quelques jours avant le début de la compétition à l'occasion d'un match contre la Chine. Là, vous êtes à terre, en quelque sorte. C'est vraiment le plus gros coup dur à encaisser. Honnêtement, ça va paraître fou ce que je vais vous dire, mais j'ai vite tourné la page, en fait. J'ai vite tourné la page dès le... Voilà, j'ai reconnu à peu près ce que j'avais, parce que j'avais déjà eu ça avec la gauche.
En fait, c'est plus le moment où ça arrive. C'est que on est la veille de la Coupe du Monde, enfin la veille du départ en Allemagne. Dernier match amical avec l'équipe de France contre la Chine. En général, l'équipe qui termine les matchs amicaux, elle est bien partie pour commencer. J'étais titulaire avec Thierry Henry devant. J'avais des chances au moins d'avoir du temps de jeu dans la compétition. Et il y a ça qui arrive. C'est plus ça qui m'a miné plutôt que de dire ouais, j'aurais pu les aider ou on aurait pu gagner. Ça vraiment, c'est pas je m'en fous, mais presque. Parce qu'on saura jamais. Et que c'est pas mon tempérament de ressasser les choses, ouais. Donc je me dis on repart en mode commando, en mode revenir le plus vite possible. Et je reviens après 6 mois, 5 mois et demi encore à Marseille. Et retour en France, donc avec vous, c'est vous qui appuyez sur la télécommande. Yes. Quelle parade, c'est pas terminé. Si, et le voilà, le premier but de Djibril Cissé pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score, le premier but depuis 2004 en France pour Cissé qui après moins de 10 minutes dans cette première période permet à l'Olympique de Marseille de mener à 0. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué, on l'a senti. Hein. Ça c'est fort. Ça c'est fort de voir ça parce que l'OM c'est un club qui a bercé mon enfance. Je suis fan de l'OM. Hein, on veut pas. Jean-Pierre Papin, qui marque. 93, Bernard Tapie, Chris Waddle, toute la clique. Et pour moi, c'était vraiment une obligation de passer par l'OM. C'était obligatoire dans ma carrière. Il fallait que je passe par l'OM, que ce soit au début de ma carrière, en fin de carrière ou en milieu de carrière. Ça n'avait pas d'importance, mais il fallait le faire et il fallait que je mette un but au Vélodrome. Avec quand même des moments, des downs. Oui, parce que ça fait partie aussi du sport. Ouais, je me suis fait siffler en Coupe de France contre Nantes. Et c'était une période où je marquais pas trop. Et donc, du coup, je finis sur le banc. Et je rentre en cours de match. Et à l'annonce de mon nom, je me fais siffler. Et là, je me dis, c'est dur, quoi. Mais malheureusement pour eux, je suis beaucoup plus costaud que ça. Et je marque dans ce match. Je rentre, je marque. Et de là, voilà, la machine repart. Et moi, c'est un peu ce qui m'a sauvé dans ma carrière. Parce que j'étais très rapide, très puissant, je frappais fort. Techniquement, j'étais pas le meilleur. Mais par contre, mentalement, je mettais au défi n'importe qui de venir me tester mentalement. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait cette carrière-là. Parce qu'il y avait meilleurs joueurs que moi. Techniquement, il y avait meilleurs. Mais mentalement, on pouvait aller à la guerre, quoi. Et alors, vous êtes papa ? Ouais. Vous avez garçon et fille. Ouais. Si on vous dit que l'un de vos enfants va chausser les crampons. Il y en a 4 qui jouent. Il y a Cassius qui est plus grand, qui a 17 ans, bientôt 18 ans, donc qui va rentrer dans le monde du foot adulte. Donc on va vite savoir. Il y a Prince qui est à l'académie de Liverpool et qui est en équipe nationale aussi du Pays de Galles, donc qui est vraiment pas mal. Je pense qu'il a ce qu'il faut pour réussir. Marley aussi, qui commence un peu le foot aussi de haut niveau. Donc ouais. Et puis il y a Gabriel qui a 8 ans, qui a une vraie qualité, mais il est petit, il a 8 ans, mais il a un super pied gauche. Ah. Il dribble bien, il va très vite, mais il est petit. Pour l'instant, il est trop jeune pour savoir si... mais il y a beaucoup de qualité. Alors, vous conseillez les attaquants de la JOCR. Ouais. Néanmoins, vous n'avez pas voulu, vous, être à proprement parler entraîneur. Mais là, quand vous parlez de vos gamins, évidemment, il y a le papa qui parle. Mais est-ce que vous fermez la porte complètement à ça, à ce poste-là ? Non, pas totalement. Mais pour l'instant, c'est pas... j'ai pas la fibre. Voilà, c'est vraiment c'est différent, c'est pas le même, c'est pas parce que c'est du football que ça reste dans le football que c'est forcément le même travail. Ouais. On va continuer à se parler du côté de la musique et des livres qu'on vous a proposés dans la bibliothèque, Djibril Cissé. Si vous voulez bien du coup faire quelques pas. En chemin quand même, parce que votre caractère, on l'a dit, vous avez du tempérament, vous avez la niaque et vous avez réussi à dépasser parfois certains coups durs et déceptions. Voilà, encore un mètre. Une ou deux erreurs commises que vous aimeriez épargner à vos gamins s'ils se lancent
en Déjà professionnel? d'avoir, j'ai eu une période où j'avais une quinzaine de voitures chez moi. Donc ça sert à rien du tout. Maintenant à me dire ça, j'ai limite honte. Mais à mon âge, quand j'avais l'âge, c'était cool. Alors, la musique a pris beaucoup de place dans votre vie, on l'a dit. Vous êtes pote avec Matt Pokora, je crois. Hein, ouais, t'es proche, ouais. Diams aussi, Ouais, Mélanie aussi. DJ Snake, Maria Carré, donc pour qui vous avez joué en première partie, en tout cas, mais aussi Barbara dans votre discothèque. Ça fait partie. Le bel âge. Eh oui. Comment vous avez tout ça, vous? Ah mais parce que Incroyable. on fouine. Là, dans votre main, alors je ne sais pas si vous avez votre téléphone ou pas, mais moi j'avais bien envie quand même que vous me livriez un petit extrait, une mixtape quoi, de votre son. Ouais, j'ai un son qui s'appelle Kitty. On a sorti ça avec DJ Pete. Vous me le faites découvrir? Yes. Allez, on monte le son. Ça, c'est une chanteuse nigériane qui s'appelle Nini Ola, qui est la queen de l'Afro House au Nigeria et en Afrique. Et elle a une super voix, vraiment. Kitty, kitty. Kitty, kitty. Kitty, kitty. Kitty, kitty. Ouais, je suis un danseur aussi. C'est aussi, voilà ce que j'allais dire, c'est aussi savoureux de vous voir bouger, hein. Non, Djibril. Ça va avec, si on écoute de la musique, on danse un peu. Au moins, on se rémousse. Génial. Du bon son, et c'est signé Djibril Cissé dans cette vie de DJ qui parcourt le monde pour animer bien sûr et ambiancer. Alors ça c'était pour la musique et nous on a choisi un livre à vous offrir que vous allez pouvoir ouvrir dans l'angle du canapé derrière vous, à côté de l'appareil photo. Il est emballé. Merci beaucoup, merci pour le cadeau. Ah bah attendez de voir, parce que c'est pas garanti. Mais je pense qu'on est pas mal. Et oui, vous êtes très bien même. C'est le livre Sneakers qui vient de sortir, incroyable record chez Larousse, parce que il faut me dire où est-ce que vous les rangez. Où est-ce que vous rangez vos paires de sneakers? Franchement, honnêtement, j'en range partout. Jusqu'à je me suis fait une trappe sous mon canapé pour en ranger. J'ai combien aujourd'hui? Je pense que plus de 1000 paires, je les ai, je pense. J'ai condamné des pièces, j'ai condamné des chambres pour faire que des chaussures. Madame pète un câble. Franchement, un vrai kiff. Bon, c'est sympa. Voilà pour cet objet. Nous, on a une petite demande. C'est simplement de nous laisser un cliché de vous, une photo. Oui, bien sûr. Comme vous avez su parfois faire aussi le mannequin pour Jean-Paul Gaultier, d'ailleurs, pour défiler pour lui. Là, c'est juste prendre la pause avec cet appareil photo, bouton rouge à droite pour d'abord chauffer l'appareil, et puis une deuxième fois ensuite pour faire le cliché. Bouton rouge. Très bien. On voit le professionnel. Ça va sécher tranquillement sur le bar. Merci. Merci beaucoup, Djibril Cissé. Alors, n'oubliez pas votre livre. Ah non. Nous, on garde le vôtre. Ma vie de footballeur, paru aux éditions Talent. Il y a le précédent aussi, Un lion ne meurt jamais. C'était en 2015, pour tout savoir de vous. Merci les escaliers beaucoup. avec cette même porte qu'elle allait. Et puis, je vais venir vous saluer. À tout de suite. À tout de suite. Merci, Djibril Cissé. Merci.